Zéro, j'enregistre. Recording in progress. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'arthroscopie en général et surtout à l'arthroscopie chez l'enfant sous l'angle des complications. Alors, on a l'impression que l'arthroscopie, c'est une chirurgie qui n'a pas de complications. On sait que chez l'adulte, il y en a, même si elles ne sont pas nombreuses. Comme il y a beaucoup d'arthroscopies, il finit par y avoir pas mal de complications. Donc, on va t'écouter pour la spécificité chez l'enfant. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Philippe. Bonsoir à tous. Donc, c'est un sujet qui m'avait été confié à la fois par la Société européenne d'orthopédie pédiatrique et vous le voyez par la Société indienne aussi. Et j'avais fait ça, c'est anecdotique, mais à 1 heure du matin en Australie pour être en direct. Et j'ai fait ça il y a juste 3 mois, donc c'est très frais. Effectivement, Philippe vient de le dire, l'arthroscopie est de plus en plus utilisée, y compris dans la population pédiatrique, avec des avantages évidents, des petites incisions, moins de saignements, moins de dégâts sur les tissus mous, la possibilité d'effectuer des explorations arthroscopiques complètes, et ça permet des durées d'hospitalisation courtes, la plupart des interventions en ambu, des récupérations rapides, et aussi on peut imaginer des complications moindres. Il faut se rappeler que les grands principes de notre pratique, c'est de ne pas nuire à nos patients. Vous voyez, c'est très ancien et cela s'applique aussi à l'arthroscopie, qui n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Et ça veut dire que j'anticipe déjà sur les conclusions. Il faut savoir faire toujours de la chirurgie ouverte quand on sent que le temps de garrot va être trop important ou qu'on va exposer le patient à ces complications. Je vais bien sûr y revenir. Sans surprise, l'articulation du genou est la plus souvent traitée par arthroscopie, suivie par la hanche et le coude. J'avais décidé d'inclure dans cette présentation les échecs et les chirurgies de reprise, qui sont aussi quelque part une complication. On commence par ce travail qui nous vient des États-Unis, à Dallas, au Texas Scottish Rite, assez récent, moins de 10 ans, qui avait sur une période de 12 ans regardé tous les cas rétrospectivement, donc plus de 1000 arthroscopies du genou, et y retrouvait un taux de complications qui se rapprochait de 15%, dont 2% étaient caractérisés comme majeurs. Donc, vous les voyez ici indiqués, des complications de cicatrices nécessitant une reprise, de la raideur qui nécessite une mobilisation soulagée, autre retour non anticipé au bloc opératoire, arthrite septique et un cas sur 1000 de décès. De manière intéressante, les facteurs de risque, parce que c'est là le plus important hein, pour la prévention, bien évidemment, c'était un temps opératoire supérieur, vous le voyez, à 3 heures, un temps de garrot supérieur à 2 heures, et lorsqu'il y avait dans un acte opératoire plusieurs codes, c'est-à-dire un croisé, plus un ménisque, plus plastique, plus ostéotomie, etc. Ici, une méta-analyse se focalisant sur la reconstruction du ligament croisé antérieur. Là, cet article s'était concentré sur les complications spécifiques de la population pédiatrique, à savoir les ruptures et les troubles de croissance d'origine iatrogène. Donc, les ruptures, vous voyez, c'est complètement dans les données de la littérature. On est aux alentours de 8% de ruptures à 2 ans. C'est bien supérieur à ce que l'on connaît chez l'adulte. On va en reparler. Les taux de croissance, les troubles de croissance, pardon, angulaires dans 1,5% des cas et les différences de longueur dans près de 3%, dont un tiers avait nécessité une reprise chirurgicale. Et à chaque fois, dans ces cas ayant nécessité une reprise, donc avec une conséquence clinique, il y avait une erreur technique qui avait été mise en évidence. Il faut savoir que les troubles de croissance peuvent survenir avec toutes les techniques de reconstruction du croisé de l'enfant qui ont été décrites, transphysaire, intra-épiphysaire, et over the top.
La conclusion, c'est qu'il vaut mieux réaliser parfaitement une technique que l'on connaît plus que d'utiliser une technique qui est censée être à distance du cartilage de croissance. C'est un peu ce qu'on utilise à l'hôpital des enfants. Ici, ne bougez pas, je vais fermer la porte. Ici, un autre article au sujet de ces reconstructions de ligaments croisés antérieurs avec 100 patients, ici des techniques transilaires uniquement, et avec, c'est important, 4 ans de recul, parce que la plupart du temps, c'est des études qui n'ont que 2 ans de recul. Vous voyez, le taux de rupture était quasi identique, 9%, et à noter 11 reprises pour des raisons méniscales, c'est-à-dire des lésions méniscales secondaires. Ce qui nous amène à 24% de reprises à 4 ans, c'est pas négligeable. Et surtout, ça doit faire partie des informations des patients et des familles, parce qu'il ne faut pas imaginer que parce qu'on a des bons résultats à 1 an ou à 2 ans, qu'il n'y a pas d'échec de reprise chirurgicale. Alors maintenant, on parle des ménisques discoïdes, c'est assez spécifique de la population pédiatrique, parce que c'est là en général que le patient devient symptomatique, en fin d'enfance, début d'adolescence. Ici, cet article venant de Boston, qui est quand même un service de référence en arthroscopie de l'enfant, à propos de 30 genoux sur 25 patients, des discoïdes latéraux évidemment, traités par une méniscoplastie, un creusement de la partie centrale, associé dans 10 cas sur 30 à une réparation. Eh bien, vous voyez ici, avec un recul minimum de 16 ans, on a 44% de reprise pour nouvelle plastie ou suture. C'est énorme pour une chirurgie qui est parfaitement maîtrisée ici par les opérateurs et une intervention qui est connue pour donner de très bons résultats. Il y a quand même près de la moitié des patients qui vont devoir être repris. Alors, est-ce une catastrophe? Certainement pas, parce que l'objectif, c'est la conservation méniscale à terme, mais ça fait partie quand même des informations qu'il faut donner aux enfants et à leurs parents. Il y a quand même une probabilité assez importante d'avoir à reproduire une arthroscopie dans les années qui suivent la chirurgie. À savoir que les meilleurs résultats de cette chirurgie arthroscopique, c'est pour les enfants de moins de 10 ans au moment de la chirurgie, ou dans les 6 mois qui suivent l'apparition des premiers symptômes. C'est tout à fait logique, parce que plus on attend, plus on va avoir ces lésions du tissu méniscal par cisaillement, des lésions de plus en plus complexes, qui vont faire que la tenue des sutures est beaucoup plus aléatoire. Vous le savez, le discoïde est anormal par son volume, par sa forme, mais aussi par sa structure, c'est-à-dire que les fibres collagènes ne sont pas organisées comme dans un ménisque normal, mais plutôt de façon anarchique, ce qui explique qu'avec la suture, on a tendance à faire un peu fil à couper le beurre, ce qui met un peu en péril le résultat. Ici, toujours au sujet du genou, une complication que vous connaissez bien avec les adultes, c'est la thrombose veineuse profonde. Donc là, ce travail assez important, vous voyez, au sujet de 2783 arthroscopies sur une durée de 5 ans, avait retrouvé une incidence de 0,25%. C'était faible, donc 7 patients qui avaient un âge entre 15 et 18 ans, donc plutôt âgés, quasiment des adultes, s'agissant de jeunes filles à 15 ans. Mais c'est très intéressant ici, tous ces patients-là, les 7, avaient un risque, un facteur de risque parmi ceux-ci, qui sont des facteurs de risque classiques, contraception, tabagisme, obésité, une chirurgie mixte avec un mini-open et un temps de garrot supérieur à 1 heure. En fait, la prophylaxie n'est pas indiquée de manière systématique, bien évidemment, mais uniquement en présence de facteurs de risque identifiés à l'interrogatoire ou des patients qui ont bien entendu eu déjà ce genre de complications. On passe à l'articulation de la hanche, qui est bien évidemment moins fréquemment traitée par arthroscopie. La singularité de cette articulation, c'est qu'elle est plus profonde,
c'est une articulation qui est serrée. On peut anticiper des complications mécaniques dans l'arthroscopie. Donc là aussi, un article qui vient de Boston Children, qui est un service d'excellence avec des opérateurs entraînés. Donc il faut le considérer quand on apprécie ce taux de complications. Ici, 218 arthroscopies chez les enfants de 6 à 18 ans sur une période de 9 ans. Des indications, des lésions labrales, des conflits, des ostéochondrites primitives de hanche et des clapets cartilagineux. Le taux de complication de l'ordre de 2% avec un an de recul moyen. La paralysie du nerf pudendal, bris d'instruments et une absédation. Il faut savoir qu'ils ont eu 20 reprises sur cette série, donc 10% de la série. Et je le rappelle, il faut prendre en considération qu'il s'agissait d'opérateurs très entraînés et experts. Autre papier sur l'arthroscopie, là aussi, venant d'un centre hautement spécialisé à Vail, au Colorado, avec Philippon, grand spécialiste du conflit fémoro-acétabulaire, y compris chez les adolescents, ici s'agissant de conflits idiopathiques, une pathologie que pour ma part, je n'ai jamais rencontrée. Alors peut-être que la cherche-t-il de manière plus approfondie, mais ou alors peut-être c'est lié à la pratique de certains sports. Le fait est que nous, on ne les a pas. Donc là, à propos de 70 hanches avec des réparations labrales, aucune complication rapportée. 7 reprises à 10 ans de recul moyen, donc 10% quand même de la cohorte, avec des facteurs de risque pour cette reprise, donc pour un échec de la suture labrale, le sexe féminin et la laxité, mais également la durée des symptômes avant l'intervention. Là encore, je le répète, chirurgien expérimenté, donc on peut imaginer des taux de complications ou de reprise et de reprise plus importants pour des chirurgiens moins entraînés. Le coude, c'est là que notre modérateur va pouvoir s'exprimer s'il le souhaite. Un article récent, 2020, sur le taux de complications et un suivi à long terme, ce qui est assez rare. La particularité du coude, quand il s'agit de l'arthroscopie, c'est bien évidemment la proximité des structures neurovasculaires. Donc ici, 26 interventions pour arthrolyse, suivies en termes de fréquence par des ostéochondrites disséquantes et enfin un conflit postérieur. 7,7% de complications avec un minimum de 60 mois de recul. Une complication majeure, une tendinopathie du triceps qui a nécessité une chirurgie ultérieure, une complication mineure, des ossifications hétérotopiques qui n'ont pas nécessité de reprise. Là aussi, un chirurgien qui était senior. Autre article, toujours sur le coude, focalisé sur les complications après arthroscopie de l'enfant. Là, c'est une revue systématique de la littérature que vous voyez détaillée si vous avez de bons yeux. 260 procédures chez 249 patients, un taux de complication de 13%, mais très variable en fonction des auteurs, de 0 à 57. Donc, on retrouvait au total, sur toutes ces séries, 27 complications mineures, 6 majeures. Les indications, les complications, c'était des fragments encore dans l'articulation, des raideurs pour 6 cas, 18%, et une épiphysiodèse du l'humérus distal qui avait été engendrée chez 5 patients. Ils notaient également, et sans surprise, qu'ils avaient des taux de complications supérieurs pour les chirurgies complexes qui duraient plus longtemps avec plusieurs gestes, comme nous l'avions dit pour la série du genou. Donc, les complications et les échecs existent en arthroscopie pédiatrique. Donc, la prévention est évidemment essentielle. Il faut utiliser tous les moyens, toutes les opportunités possibles, les workshops, les simulateurs d'arthroscopie aujourd'hui, les cours, les meetings, l'enseignement, comme ce que nous sommes en train de faire en ce moment pour éviter ces complications-là. Il faut apprécier, estimer le temps opératoire de manière honnête et réaliste et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide d'un opérateur plus expérimenté quand on est dans l'adversité et ne pas hésiter aussi à convertir en arthrotomie quand le temps de garrot ou opératoire devient déraisonnable. Enfin, une stratégie peut être de planifier
ces interventions complexes en plusieurs chirurgies. C'est tout à fait acceptable et préférable à des complications qui peuvent être graves. Il faut, encore une fois, avec l'enfant, mais aussi sa famille, fixer ensemble des objectifs qui sont raisonnables et de façon à ce que les attentes ne soient pas déçues, notamment, je vous l'ai dit, sur les ruptures pour les ligaments croisés antérieurs et la nécessité de reprise chirurgicale après réparation méniscale pour les discoïdes. Je vous remercie. Alors, on te remercie beaucoup et on va donner la parole à Pierre Mansat, qui est notre chairman. Merci Franck. Tu enlèves ton partage d'écran là, si tu peux. Oui, voilà, très bien. Merci Franck pour cette présentation, donc qui est une revue en fait des différentes complications en fonction du type de pathologie, de type d'articulation. Ce qui est commun à l'arthroscopie, en tout cas pour expliquer les complications, c'est, tu l'as un petit peu dit, c'est la surestimation de ces capacités à régler les pathologies plus ou moins complexes sous arthroscopie. Et ça, c'est individu dépendant, mais c'est quand même difficile à apprécier pour certains. Et on aboutit à ce qu'on appelle, là, ça a été développé par Orthorisque, les phénomènes ou les situations de tunnelisation. C'est-à-dire que on s'embarque dans une arthroscopie, puis on a du mal, puis on continue, puis on ne voit pas qu'on est en train de faire des bêtises, puis on continue, et ainsi de suite. On est jusqu'au boutiste, et comme tu l'as dit, on ne veut pas, alors, pour son surmoi, je dirais, on ne veut pas éventuellement convertir une chirurgie ouverte si nécessaire. Et c'est là que finalement que peuvent apparaître les complications, et je pense quelle que soit finalement l'articulation. Donc il y a quand même c'est hyper technique l'arthroscopie, et il faut avoir une maîtrise du geste, connaître l'anatomie parfaitement et avoir une progression, je dirais, linéaire, mais pas commencer par une arthrolyse du coude quand on n'a jamais fait d'arthroscopie, commencer par enlever des osteochondromes peut-être avant d'aller réséquer une capsule épaissie. Donc il y a ce côté, je dirais, d'expérience, et en tout cas pour le chirurgien de connaître son véritable niveau, ce qui est parfois difficile. Et comme tu l'as dit, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si on est dans la panade. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? Je suis absolument d'accord, bien évidemment. C'est parfois difficile. Ça peut être considéré comme un échec, mais c'est loin d'en être un. C'est pas baisser les bras, de demander de l'aide ou de convertir ou Arrêtez. d'arrêter et de fermer et de revenir dans un deuxième temps parce que voilà, il y a des chirurgies complexes chez l'enfant, c'est encore plus complexifié par la petitesse des structures parfois, par des fois des genoux qui sont un peu plus serrés, s'agissant du genou, par la proximité des structures de croissance. Et je ne l'ai pas dit, mais j'en profite parce que c'est l'occasion, il y a quand même un risque qui est présent et je crois supérieur de syndrome de Loge. Donc, il faut être particulièrement vigilant sur, bien évidemment, je l'ai dit, mais je le répète, la durée opératoire, la durée de garrot, être très vigilant dans le cadre de la traumatologie, avec des fois une extravasation qui se fait plus facilement du liquide d'irrigation. Et enfin, et c'est certainement même pas des moindres, être extrêmement prudent avec les arthropompes. C'est la raison pour laquelle j'avais il y a très longtemps supprimé l'arthropompe du bloc pédiatrique parce que on n'en a pas besoin et on peut très bien gérer avec la hauteur de de la poche d'irrigation, et parce qu'on on sait que
parfois, quand la procédure dure, qu'il y a des difficultés, tout le monde commence un peu à s'exciter et on peut oublier de regarder la pression, monter la pression parce que ça saigne, et c'est là que survient la catastrophe. Donc, extrêmement vigilant avec les arthropompes. Il vaut mieux pas les utiliser, mais si on les utilise, il faut garder un œil sur la pression. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on Est-ce que je appelle peux rajouter un petit mot? situation tunnelisante. Tu as des chiffres impressionnants parce que tu as mis en même temps les complications immédiates et secondaires et les échecs, ce qui est pas, Ouais. c'est la même chose. J'ai l'impression que des complications immédiates et secondaires, à part chez les enfants obèses et qui fument, il n'y en a pas trop. Par exemple, tu ne vas pas parler Non, oui. d'infection, alors que chez l'adulte, il y a des infections sous arthroscopie. Non, non, là, il y en a sur la série, la série très très large de Dallas. C'était la première cause avec la première cause de reprise. Et ça représentait un peu plus de 1%, je crois, des patients, ce qui n'est pas important, mais ça reste quand 1% même de la beaucoup. première complication, l'infection. Mm. Et alors, justement, je voulais en venir à la même réflexion que Pierre. Il y a peu de complications immédiates, mais il y a pas mal d'échecs. Et Ben, c'est une sorte de preuve que peut-être on a un peu abusé dans l'utilisation de l'arthroscopie. Parce que, comme chez l'adulte, par une chirurgie mini-invasive, on a parfois moins d'échecs que sous arthroscopie. Je pense par exemple aux luxations récidivantes de l'épaule, dont les résultats à foyer ouvert sont meilleurs sous arthroscopie, alors qu'on fait beaucoup d'arthroscopie. alors, non, non, parce que là, tu vois, enfin, ce, ce qui, ce qui, moi, m'avait marqué dans ma propre pratique, hein, c'est le taux de reprise des ménisques discoïdes. Avec aujourd'hui, on sait, la réparation méniscale donne d'excellents résultats s'agissant de lésions traumatiques. Pour les discoïdes, c'est pour ça que je l'ai expliqué, on peut s'attendre à plus de reprises. Et c'est le cas d'ailleurs, et ce travail de Boston est très, très bon d'ailleurs, d'avoir réussi avec le volume de patients qu'ils ont, et surtout à l'américaine avec des moyens de recherche plus importants, d'avoir été capable à 16 ans de recul moyen de revoir tous leurs discoïdes, et ils ont un taux de reprise à 44%. Alors, c'est important de le savoir, mais je l'ai dit, ce n'est pas grave, parce qu'il vaut mieux reprendre en ambu pour rajouter 2 points sur un ménisque que le sacrifier. Et pour répondre à ton commentaire, Philippe, c'est toujours mieux que de les ouvrir. Si on ne sait pas faire un ménisque sous arthro, il faut le confier à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ça, c'est une certitude, parce que la chirurgie ouverte ne va pas permettre de faire de la réparation méniscale, elle va entraîner des lésions cartilagineuses. Aujourd'hui, c'est établi. Donc là, pour le coup, ça n'est pas lié à la... Tout ça, c'est Ça n'est pas vrai pour la lié à... chirurgie du genou. Pardon? C'est vrai pour la chirurgie du genou. C'est vrai Pour pour la la chirurgie du chirurgie du genou. genou. Mais je Ah, pense à d'autres articulations, par oui, exemple le alors, conflit fémoro-acétabulaire antérieur. Quand tu as des difficultés, une petite oie d'abord permet de bien le traiter. Et sous arthroscopie, il y a beaucoup d'insuffisance de traitement. voilà. Mais le Voilà penser un de façon plus très bon générale. exemple. Je suis absolument d'accord. Voilà un très bon exemple. L'arthrolyse du coude pourrait en être un autre avec Pierre. Je crois qu'un chirurgien qui n'a pas l'habitude ni de faire des arthrolyses du coude, ni de faire trop d'arthroscopie du coude, se lancer dans une arthrolyse sous arthro, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc, soit on le confie, soit on fait une arthrolyse à ciel ouvert, je pense. Et c'est pour ça que j'avais insisté aussi sur l'expérience, l'expertise et les gros volumes des chirurgiens des séries que j'ai cités. Je pense que Philippon à Veil, il fait 60 conflits avec des sutures labrales chez l'adolescent. Moi, ça, je ne sais pas le faire. Pourtant, je fais l'arthroscopie, je ne m'y lancerai même pas. Donc, c'est sûr que là, dans ce cas-là, il vaut mieux soit confier, soit faire de la chirurgie ouverte. Je suis absolument d'accord. Pierre, je t'ai pris la parole, excuse-moi. Non, non, mais ça va dans le sens de ce que j'avais dit initialement. Et pour moduler les choses, en revenant au coude, dans la première série que tu présentes, 7,7% de complications, et tu dis il y a une complication majeure, une tendinite du triceps. Ça va, il s'en sort bien quand même. Oui, c'était aussi ma réflexion. Voilà, donc voilà, les complications majeures, c'est essentiellement les lésions vasculo-nerveuses. En dehors de ça, c'est vrai que D'accord. il y a peu de complications majeures qui peuvent être transitoires, en effet, que lorsque le garrot est trop long, etc., ou qui peuvent être définitives s'il y a véritablement une section neurologique, quoi.
Je vais vous raconter une petite anecdote sur le ménisque Ah, discoïde chez l'adulte. Un professeur des hôpitaux de notre génération, en fin de tableau opératoire, de mon tableau opératoire, vient me voir en me disant, j'ai un ménisque qui s'est luxé, je suis bloqué à 80 degrés de flexion, je dois opérer la semaine prochaine, opère-moi tout de suite. Ce qui est toujours une erreur de prendre quelqu'un en urgence à la dernière minute qu'on connaît. Et donc, je le fais. Il avait effectivement un ménisque latéral discoïde énorme qui était luxé. Donc, je l'ai remis en place, je l'ai suturé et j'ai rien fait d'autre. Et ma réflexion aurait été, j'aurais dû le lui rendre plus petit. J'aurais dû lui réséquer une partie du ménisque. Tout s'est bien passé pendant 3 4 mois, ce qui veut dire que la suture a cicatrisé, puis il s'est reluxé. Il a dit à l'hôpital, on ne sait pas le faire, je vais aller dans une clinique où ils sont meilleurs que ça. Et alors, ils l'ont réduit, j'étais un peu vexé, et par chance, il s'est reluxé 10 jours plus tard. Donc, la question est chez l'enfant, est-ce que les ménisques discoïdes, ça ne vaudrait pas le coup de réséquer toute cette partie discoïde importante et pas se contenter de les suturer? Ah oui, heureusement qu'il était plasticien, quoi. non, non, 100%, bien sûr, c'est ça la technique. Il faut d'abord redonner au ménisque sa forme normale et ensuite on évalue la stabilité au crochet. Et c'est là que, en général, on a besoin de placer une ou plusieurs sutures pour le stabiliser. Mais le premier geste, c'est toujours de faire cette plastie de creusement de la partie centrale que les Américains appellent saucérisation. Oui. D'autres questions? Je vous rappelle que c'est très simple pour poser des questions. Vous ouvrez votre micro, vous comptez un, deux, puis vous parlez. Donc, je crois, pour revenir au problème d'expérience, il faut, pendant son internat et voire au-delà, bénéficier là, et participer aux cours de formation qui sont faits en France, notamment par la Société francophone d'arthroscopie, SFA, avec tous les cours à l'IRCAD, pour justement permettre à moindre frais, si j'ose dire, pour le patient de s'expérimenter dans la manipulation de l'arthroscope. Alors, c'est vrai qu'il y a des articulations qui ne sont pas trop traitées, le coude n'est pas trop traité, justement, et on a un peu plus de mal à faire son expérience là-dessus. La cheville et le C'est vrai pied, que ça commence aussi. Et les peut simulateurs d'arthroscopie sont précieux de ce point de vue-là. Les Nous, on a la simulateurs chance aussi. d'avoir, Oui. et comme vous d'en l'avez avoir. dit tous les deux, ne pas savoir faire une opération que par arthroscopie. Mm. D'abord parce que si on l'a fait d'une autre manière, on comprend mieux ce qu'on voit sous arthroscopie. Et puis en cas de limite de l'arthroscopie, on n'est pas anxieux parce qu'on sait qu'on peut le faire autrement. Mm. Or, il y a nos collègues qui ne font que de l'arthroscopie. Ils ne font pas autre chose. Les ressources, elles sont très nombreuses. Là, on vient de citer les cours, évidemment. Moi, j'organise un cours pratique d'arthroscopie pédiatrique à Genève tous les 2 ans. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Dès qu'on ouvre les inscriptions, c'est complet en quelques jours. C'est sur des cadavres, donc c'est vraiment très, très bien organisé. Les cours, bien entendu, à l'IRCAD avec la SFA, le simulateur. Il y a aussi facilement des ressources accessibles. Maintenant, c'est les vidéos techniques. Sur VuMedi, par exemple, c'est extrêmement simple. On fait un compte et on a une intervention un peu hors du commun. Ben, quelqu'un l'a déjà faite. Et la plupart du temps, c'est des vidéos qui sont très utiles. Moi, j'y recours régulièrement. Dis-moi, chez l'adulte, parfois, on a l'impression que nos instruments sont encore un petit peu trop gros. Chez l'enfant, tu utilises les mêmes instruments que chez l'adulte ou tu en as des plus petits? Non, sauf vraiment chez les tout petits, mais ce sont des cas qui sont rares, voire exceptionnels. J'utilise des instruments et des arthroscopes standards du 4, hein. Ouais, ouais. Au début, j'utilisais un plus petit, un arthroscope, ce qu'on appelle de poignet, là, le 2,7, mais très En rapidement, moyenne. je me suis aperçu qu'on peut très bien. Là, récemment, qu'est-ce que j'ai fait? Un genou qui avait 1 an et demi, là. Bon, c'était un lavage pour arthroscopie, pour une artère septique, mais on peut faire le tour du genou de manière tout à fait sûre avec du matériel standard, quoi. Mm. D'autres questions? Posez des questions, parce que ça va bientôt s'arrêter. Je suis très content de voir que Jean-Philippe Cahuzac Et s'est moi aussi. connecté. On arrête là, vous n'avez plus rien à dire? C'était bien parce que tu as parlé vite, c'était court, tu as tout dit et ça nous a permis de bien discuter. Merci. Merci. Eh Avec bien, grand plaisir.
souhaiter à tous une bonne soirée. Nous allons arrêter là et je vous rappelle que cette conférence et toutes les autres sont visibles en replay et elles sont beaucoup vues. Allez, au revoir à tous. Merci, bonne soirée. À bientôt. Ciao.